Chapitre point. Un murmure dans le brouillard, c'est par une froide soirée de novembre. Alors qu'un brouillard humide recouvrait Baker Street, tel un rideau détrempé, que je retrouvai mon vieil ami Sherlock Holmes, assis devant le feu, sa silhouette longue et mince, penchée en avant dans cette attitude absorbée, qui me laissait penser qu'un sujet d'un intérêt particulier occupait ses pensées. La lueur jaune des becs de gaz derrière notre fenêtre luttait faiblement contre la brume, et le bruit lointain d'un cheval de trait parvenait, étouffé par le voile de vapeur. Holmes n'avait pas prononcé un mot pendant quelques minutes après mon entrée, si ce n'est pour me faire signe de m'approcher du fauteuil d'en face. Il fixait fixement les flammes, le bout de ses longs doigts serrés. Son profil pointu, mis en relief par la lumière vacillante. Sur la petite table d'appoint gisaient les restes d'un dîner tardif, et à côté, un télégramme ouvert dont l'enveloppe froissée portait le blason de Scotland Yard. « Vous avez des nouvelles ?» ai-je osé demander en tirant les rideaux pour protéger du courant d'air. « Des nouvelles, assurément, » répondit-il sans quitter le feu des yeux. « Qu'elles soient bienvenues ou sinistres, reste déterminé. » Je m'assis et attendis, car j'avais appris par expérience que Holmes préférait démêler ses pensées à son rythme. Il se leva alors, s'approcha de la cheminée et, avec un de ces sursauts d'énergie qui le caractérisaient, me fourra le télégramme entre les mains. Homme retrouvé mort, quai de Whitechapel. Circonstance exceptionnelle. Veuillez venir immédiatement, Gregson. Un autre crime le long de la rivière? Demandai-je. Pas seulement le long de la rivière, Watson, mais dans la rivière, répondit Holmes. Les mots de Gregson sont rarement extravagants. Extraordinaire est une lourde pierre à jeter dans notre mare. Il arpenta le tapis du foyer, puis se baissa soudain pour ramasser un petit objet gris que je n'avais pas remarqué. Une pipe en terre cuite, à moitié fumée, de fabrication rustique. « L'observez, » dit-il en la tenant sous la lumière de la lampe. « Encore chaude, déposée par notre visiteur il y a moins de 10 minutes. Je n'ai vu personne partir, » m'exclamai-je. Holmes sourit faiblement. « Ce qu'il n'a pas parti, il s'est enfui. Le brouillard offre un prétexte pour de telles sorties. Vous avez été retardé à me saluer par ce cheval de fiacre obstiné, et pendant ce temps, notre visiteur a visiblement perdu son sang-froid. » J'examinai la pipe. Elle portait une petite entaille près du tuyau, comme si elle avait heurté une pierre. Holmes poursuivit. « Un briquet de la Tamise, à en juger par la forme du fourneau et la qualité particulière du tabac à fumer. Il est gaucher, plutôt aisé pour sa classe, et possédait une anxiété si profonde qu'il préférait la fuite à l'explication. Vous me stupéfiez, Holmes. Et pourtant, vous parlez comme si ce visiteur fantôme et le télégramme de Gregson étaient liés. Presque certainement. L'univers daigne rarement semer autant de coïncidences sur mon chemin. Il prit son pardessus. Allons, Watson. Votre revolver de service n'est peut-être pas nécessaire, mais votre compagnie est indispensable. Il y a un fiacre qui m'attend en bas. Je l'ai réservé au cas où une intervention s'avérerait nécessaire. En quelques minutes, nous avancions à travers les rues humides de Londres, les sabots de nos chevaux résonnant creux sur les pavés. Un épais brouillard recouvrait la ville, ponctué ici et là par les traînées jaunes des réverbères, et l'odeur du fleuve nous parvenait, froide, métallique et légèrement chargée de goudron. Tandis que nous tournions vers l'est, passant devant des boutiques fermées et des tribunaux endormis, Holmes restait silencieux, les yeux brillants dans la faible lumière chaque fois que nous passions sous un réverbère. « Tu as déjà une certaine théorie », ai-je finalement osé dire. « Mon cher ami, je n'ai pas de théorie, seulement un assemblage de faits suggestifs. Un homme mort dans la Tamise, un chaland terrifié et un message formulé en termes urgents.
Mettez-les ensemble et ils marquent les prémices d'un plan. Mais de son plan final, je ne peux pas encore en parler. À notre arrivée, le quai de Whitechapel offrait un spectacle lugubre. Le fleuve roulait lentement, sa surface troublée par une flottille de péniches à moitié enveloppée de brume. Un unique lampadaire de police brûlait au bout d'une jetée en bois. Et au-delà, plusieurs silhouettes s'agitaient comme des spectres. L'inspecteur Gregson, corpulent et tanné, s'avança à notre rencontre. « Dieu merci, vous êtes venu, monsieur Holmes, » dit-il en ôtant son chapeau melon. « C'est une drôle d'affaire. » Il nous fit descendre les marches glissantes jusqu'à l'endroit où, sous une bâche, gisait la silhouette d'un homme. Le corps était celui d'un gentleman d'âge mûr, vêtu d'une tenue de soirée, bien que ses vêtements soient trempés et lui collent désagréablement aux pieds. Une main était serrée en un poing rigide, comme pour garder un secret jusqu'à la tombe. « Je l'ai trouvé coincé contre une péniche à marée basse, » dit Gregson. « Aucune trace de violence, hormis ceci. » Il désigna une curieuse contusion le long du cou. Une ligne étroite, comme celle d'une corde ou d'un fil de fer, mais étrangement irrégulière. « Et regardez ici !» Il sortit un petit morceau de papier scellé dans du ciré, sorti de la poche de poitrine. Dessus étaient griffonnés 6 mots d'une écriture tremblante. « Le brouillard a prononcé mon nom. » J'ai frissonné malgré mon pardessus. Holmes se pencha, étudiant la blessure et le mot avec un vif intérêt. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis il se redressa, le regard brillant d'une lueur intérieure. « Watson, » murmura-t-il. Londres m'a murmuré bien des choses dans son brouillard, mais jamais encore elle n'a prononcé le nom d'un homme. Nous sommes au seuil d'une affaire des plus curieuses. Préservez votre sens de l'observation, car nous aurons besoin de toutes vos facultés avant que ce brouillard ne se dissipe. Il plia soigneusement le billet, le glissa dans sa poche et jeta un dernier regard vers la rivière menaçante. « Venez, messieurs, dit-il. La nuit vieillit, et je crains que nous aussi, si nous n'avançons pas avec la plus grande diligence. » Sur ce, il se dirigea vers le taxi qui l'attendait, laissant Gregson et moi échanger des regards inquiets sous le brouillard qui flottait. Chapitre 2. L'art des petites choses. Il y a des moments où l'esprit, bien entraîné à l'observation minutieuse, dégage du quotidien un fait qui, aux yeux du commun, est aussi invisible qu'un murmure dans une salle bondée. J'ai vu mon ami, même dans les moments les plus insignifiants, tirer de futilité des conclusions qui auraient au stupéfié quiconque n'avait pas vécu longtemps en sa compagnie. C'est une telle démonstration qu'il nous a faite à notre retour de Whitechapel Wharf, et qui, avant la fin de la nuit, a ravivé en moi ce mélange d'admiration et d'humilité avec lequel je l'ai toujours considéré. À peine avions-nous atteint Baker Street et gravi l'escalier que Holmes se laissa tomber dans son fauteuil avec la détente languissante et féline qui suivait ses accès d'énergie. Ses longues mains nerveuses étaient jointes derrière sa tête et son visage mince, tel un faucon, arborait ce demi-sourire d'amusement indulgent qui m'indiquait qu'un exercice mental était en cours. « Asseyez-vous, Watson, » dit-il. « Guillaume, avant de reprendre notre travail sur l'affaire de la Tamise, permettez-moi d'utiliser votre patience pour une petite démonstration triviale. »« Je m'en remets à vous, » dis-je en m'asseyant près de la lampe. Le feu avait retrouvé sa gaieté, et le brouillard, dehors, marquait un rythme fantomatique sur les vitres. Madame Hudson posa une théière sur la table et, avec le même silence efficace qui avait marqué sa présence pendant 2 décennies, se retira. Le regard de Holmes se posa sur la théière, puis, avec un air d'observation attentive, sur moi. « Vous avez été dehors sous l'humidité ce soir ?» demanda-t-il. « Bien sûr, dis-je.
Tu le savais quand nous étions encore dans le taxi. Exactement. Mais il y a des degrés d'humidité, mon cher ami. D'où la question. Vos bottes ne sont mouillées que jusqu'à la cheville, ce qui suggère des trottoirs de ville et non la rive. Il y a une trace de boue fraîche, pas encore sèche, sur le revers de votre pantalon gauche, provenant d'une surface pavée. Et il y a une légère odeur de désinfectant sur votre bandage en lin. Vous avez vu un patient ce soir, un cas de fièvre peut-être, ou une blessure. J'ai ri de sa précision car c'était la vérité, même si elle provenait de rien. Une simple observation, Holmes. J'ai dû rendre visite à un jeune homme souffrant d'un ulcère à la jambe dans un immeuble près de Whitechapel. Et le désinfectant que vous sentez est celui que j'ai apporté du dispensaire. Holmes agita ses longs doigts. Excellent. Et pourtant, j'irai plus loin. Le patient a 10 ans. L'ulcération dure depuis 3 semaines. Son père boit, et l'enfant a peur des policiers depuis 1 mois. Devant mon étonnement, il haussa les épaules et sourit. Vous voyez comme un microcosme peut être facilement déchiffré, Watson, si l'on a la patience. Le ticket d'épicerie que vous portez dans votre gilet porte la marque d'une boutique de Whitechapel Lane, et dessus le chiffre 2 shillings 6 pence, écrit à l'encre, peu familière à nos apothicaires londoniens. Vos gants ne présentent pas une abrasion à l'index droit, une petite coupure que vous portez à votre bouche en réfléchissant. De tels objets pourraient servir à tisser une tapisserie. Et pourtant, de telles associations, dis-je, ne sont d'aucune utilité directe pour l'homme qui est sur la rivière cette nuit. Au contraire, répondit-il avec cette douce intensité qui annonçait toujours un but. L'habitude de l'observation est la servante de l'induction, mais trêve de broutilles pour le moment. Nous avons un corps que la rivière a ramené, une note d'un étrange présage et un chaland qui a pris la fuite, terrorisé. Demain, nous irons au poste de police et au logement des chalandiers. Ce soir, dormez. J'avoue que je ne me suis pas contenté d'un congé aussi bref et pratique, car mon esprit continuait de s'attarder sur la note étrange trouvée sur le corps du défunt. Holmes, cependant, avait compris depuis longtemps l'inutilité de forcer son attention. En véritable chirurgien, il réservait son énergie pour le moment opportun. Tandis que je repensais aux angoisses de notre défunt inconnu, mon compagnon ferma les yeux et sombra dans ce demi-sommeil dont un seul sursaut pouvait le tirer vers une activité intense. Le matin se leva, maussade et maussade, le brouillard s'accrochant encore aux maisons basses. Je m'étais levé de bonne heure et je trouvais Holmes déjà occupé à ranger ses papiers avec cette propreté qui contrastait si étrangement avec sa tenue habituellement négligée. Il se déplaçait avec une précision rapide et économique, comme un homme qui maîtrise toutes ses facultés. Par-dessus son épaule, j'observais, avec une curiosité que je ne pouvais dissimuler entièrement, que son visage portait un masque de réflexion intense. Il versa le thé en silence, puis, la pipe aux dents, prit sa casquette et nous partîmes. Notre première visite fut à Scotland Yard, où l'inspecteur Gregson nous attendait, légèrement agité. « J'ai envoyé des hommes surveiller chaque quai, entre ici et 30 kilomètres plus bas, monsieur Holmes, dit-il. Nous avons envoyé des hommes du coroner et des plongeurs sur place, et pourtant, rien ne nous permet de savoir qui pourrait être cet homme, ni comment il a pu en arriver là. Le billet sur le ciré est déroutant. La main est celle d'un gentilhomme, mais le langage, eh bien, c'est une autre histoire. Et puis, il y a l'affaire du matelot. Peut-il été retrouvé ? Demanda Holmes. Gregson secoua la tête. Non, mais un témoin, un certain monsieur Elias Pritchard, boulanger travaillant près des East India Docks, jure avoir vu une bande d'hommes se bagarrer près de la jetée à 1h30. Il raconte qu'un homme en tenue de soirée est sorti en titubant de l'ombre et qu'il l'a entendu crier
On m'appelle par mon nom. Et une voix qui lui a répondu dans le brouillard, qui n'était ni celle d'un homme, ni celle d'une machine. Le boulanger est un homme honnête, mais il est aussi sujet à une certaine superstition. La bouche de Holmes se tordit. Une voix qui n'était ni humaine, ni mécanique, dit-il. Le brouillard qui parlait. Curieuse phraséologie pour un homme qui pétrit son pain en plein jour. Superstition ou pas, dit Gregson. Le chalumeau fut tellement effrayé qu'il s'enfuit. Il est connu parmi les chalumeaux sous le nom de Thomas Keene. Un gaillard robuste, gaucher, avec une cicatrice en demi-lune au poignet. Si votre visiteur à la pipe était de cette trempe, monsieur Holmes, alors notre homme pourrait bien être la clé de cette affaire. Les yeux de Holmes lancèrent des éclairs. Alors, nous allons chercher Thomas Keene. Les chalands se rassemblent près du pub Red Stag à marée basse. Venez, Watson. Nous avons trouvé Keene. Car l'habitude de mon ami est telle que, lorsqu'il attrape un fil humain, il le tire rarement. C'était un homme aux larges épaules, au visage bruni par le vent et la marée, et doté de cette humeur rude, propre à ceux qui gagnent leur vie sur le fleuve. Lorsque Holmes s'adressa à lui, il ne manifesta aucune crainte. Au contraire, il semblait disposé à parler. « Keene ?» demanda Holmes d'un ton aussi câlin que précis. « Vous êtes gaucher, Thomas, et vous fumez une argile de fabrication rustique. » L'homme sursauta. « C'est tout à fait vrai, gouverneur. Comment le savez-vous alors ?» Holmes sortit, avec l'air d'un prestidigitateur, la pipe que nous avions trouvée sur le sol de notre salon. « Vous avez laissé tomber ceci à Baker Street hier soir, en venant me consulter. » Les yeux de Keene abandonnèrent un instant leur lueur trouble et s'emplirent de cet émerveillement enfantin que les hommes comme lui ne peuvent pas toujours maîtriser. « Terre de gloire !» s'écria-t-il. « Tu es un sorcier. »« Pas vraiment, » dit Holmes, « mais je suis un observateur. Vous avez quitté le quai précipitamment, craignant pour votre vie. Dites-moi, Keene, qu'avez-vous vu ?» L'homme serra les dents. Il y avait un monsieur, un beau manteau et un beau gilet. Et il y a eu une bagarre, monsieur. J'ai vu des types se débattre avec lui. Puis il a reculé en titubant et a crié « On m'appelle !» Je ne sais pas comment. Car le brouillard lui a coupé la voix. Puis une main l'a attrapé par le col et il a coulé comme un sac. J'ai fait ce que n'importe quel imbécile aurait fait. « Et son nom ?» demandai-je. Keene secoua la tête. « Je n'ai pas pu. On aurait dit une cloche dans une boîte. Non, je n'en dirai pas plus. Ces types avaient l'air d'être des hommes nés pour la rivière, pas pour le droit. Ils n'avaient pas de bottes, mais une corde aux pieds. Et l'un d'eux avait une entaille au pouce comme un marin. » Holmes écouta dans un silence qui n'était pas cruel. « Vous avez agi sagement, » dit-il enfin. « Fuyez comme vous l'avez fait. Il faut préserver la vie avant de satisfaire sa curiosité. » Gregson regarda Keene avec un mélange d'agacement et de soulagement. « Vous pourriez amener ce type au yard, » insista-t-il. « On pourrait exploiter son témoignage. » Keene traîna les pieds. « J'aimerais mieux pas, patron. Si ces types pensent que j'ai dénoncé, ils me pendent comme appât. Je préférerais vous demander, monsieur Holmes, si vous pourriez découvrir qui ils sont. » Mais au chèque, les lèvres de Holmes s'incurvèrent avec cette légère humeur qu'aucune de mes observations ne semblait jamais percer. « Nous allons enquêter, Thomas, mais n'oubliez pas que le courage est parfois aussi nécessaire que la prudence. Vous serez plus en sécurité avec la police. » Keene marmonna quelque chose et partit. Holmes le regarda partir avec une expression où la pitié et le calcul se mêlaient étrangement. « Voyez-vous, Watson, » dit-il, lorsque l'homme eut disparu dans le brouillard. « Une simple peur, un détail humain, a déclenché une douzaine de circonstances conséquentes. L'histoire du boulanger concernant une voix dans le brouillard, la fuite de Keene et la fin de ce monsieur ne sont pas nécessairement distinctes. Ce sont les deux roues d'une même roue.
Nous les tournerons avec toute la prudence nécessaire. J'avais le sentiment, comme souvent à cette heure matinale, que si les méthodes de Holmes pouvaient paraître à un observateur inattentif un simple tour de passe-passe, elles recelaient une discipline morale qui rivalisait avec les pratiques les plus exigeantes de ma profession. Il énumérait les motivations humaines comme je le faisais pour les symptômes. Et grâce à leur interaction complexe, il pouvait élucider une ligne de conduite aussi sûrement que je pouvais diagnostiquer une fièvre. Ainsi, fortifié par son calme, je le suivis dans l'obscurité, impatient de voir comment la roue tournerait. Chapitre 3. Empreinte de pas sur la jetée. Je me suis souvent émerveillé de la précision singulière avec laquelle Sherlock Holmes abordait une scène mystérieuse, en débarrassant les esprits moins disciplinés des couches de spéculation qui pesaient sur eux. Le lendemain matin, il proposa que nous retournions à Whitechapel Wharf avant que la marée ne remonte. « Une affaire comme celle-ci, Watson, observa-t-il, alors que nous montions dans un taxi, doit être étudiée tant que le terrain est encore meuble. La rivière a un appétit prodigieux pour l'épreuve. Le brouillard était plus épais que jamais, enveloppant les toits de volutes graisseuses et plongeant le monde dans un crépuscule perpétuel. Notre chauffeur était penché sur son siège, comme pour scruter à travers le lait, et le bruit des sabots du cheval résonnait étrangement étouffé dans l'air moite. Holmes était assis à côté de moi, le menton rentré dans son écharpe, son regard perçant parcourant les contours flous de la ville avec une vigilance inquiète. Au quai, nous trouvâmes l'inspecteur Gregson qui nous attendait, claquant des pieds pour se protéger du froid. Un agent salua vivement et nous conduisit à l'endroit où le corps avait été déposé la veille. Le fleuve clapotait paresseusement contre les pilotis, sa surface enveloppée d'une brume si épaisse que seul le léger mât d'une péniche trahissait la présence de navires. Holmes ne perdit pas de temps. Il s'agenouilla et examina les planches de la jetée à la loupe, tandis que Gregson et moi restions en retrait. « Observe, Watson, » appela-t-il doucement, « comme la chance nous a souri. Ici, tout près du bitt d'amarrage, une empreinte partielle l'avant d'une botte à bout carré, et là, la recouvrant, une trace de goudron mêlé de limon. Ce dernier est plus frais de plusieurs heures. « Vous voulez dire, dis-je en me penchant, qu'un homme se tenait ici et qu'un autre le suivait plus tard. »« Exactement, » répondit-il. « Et remarquez ce fragment de chanvre coincé sous le bord de la corde de rivière, pas le type grossier utilisé pour haler les barges. Notre proie est d'une qualité plus méticuleuse. » Gregson se gratta le menton. « La moitié des dockers de Wapping ont été suspectés à un moment ou à un autre, monsieur Holmes, mais aucun n'a jamais laissé derrière lui du chanvre aussi fin. » Le regard de Holmes se porta plus loin sur la jetée, s'arrêtant sur une étroite échelle qui descendait dans la rivière. Une tache sombre marquait le barreau juste au-dessus de la ligne de flottaison. « Ah, c'est ici que notre malheureux ami est entré dans la Tamise, » murmura-t-il. Reste à savoir si c'était de sa propre volonté ou de celle d'autrui. Il se redressa brusquement, les narines dilatées. « Ah, vous sentez cette odeur, Watson ?» Je reniflai l'air, lourd de goudron, de cordes mouillées et de l'odeur saumâtre de la rivière. Pourtant, sous ces effluves, se cachait une autre odeur subtile, métallique, presque sucrée. « Du chloroforme », dit Holmes doucement. « Et appliqué très récemment ?» Gregson parut incrédule. « Tu en es sûr ?»« Je ne m'y trompe jamais, » répondit Holmes. « Ah, il s'accroche aux fibres de cette corde aussi sûrement qu'une ronce à la queue d'un chien. Quelqu'un a tenté d'insensibiliser notre victime avant de la livrer à la marée. » Il se dirigea vers les marches en bois où le préposé à l'éclairage, Thomas Keane, prétendait s'être tenu.
Sortant un mètre ruban de sa poche, il mesura l'espace entre les marques d'usure sur les contremarches, tout en fredonnant doucement. « 2 hommes se sont battus ici, » annonça-t-il. Celui qui montait portait le poids le plus lourd, tirant peut-être l'autre. Et la voix dans le brouillard? Ai-je risqué? Les lèvres fines de Holmes se courbèrent en une ligne ironique. « Ah, la voix! Nous y reviendrons en temps voulu. Mais regardez ici. » Il désigna une curieuse empreinte sur la balustrade. Une empreinte nette, semi-circulaire, pas plus large qu'une demi-couronne. Quelque chose reposait ici, un petit appareil peut-être, ou le manche d'un instrument. Notez-le bien. Nous avons quitté la jetée et avons commencé à nous renseigner auprès des riverains. La plupart hésitaient à parler, affichant leur ignorance par des regards obliques. Pourtant, un veilleur âgé, dont le visage avait la couleur tannée d'un long service, nous a confié avoir aperçu, peu après minuit, une faible lueur sur le fleuve, comme une lampe derrière une vitre, se déplaçant dans le brouillard, selon ses propres termes. Aucune embarcation n'était visible, et la lumière semblait monter et descendre comme portée par une main invisible. Holmes l'interrogea longuement, sans obtenir plus de détails. Une fois seul, il remarqua une lanterne flottant dans le brouillard pourrait appartenir à n'importe quel voleur fluvial. Pourtant, si l'on ajoute à cela le témoignage de Keane concernant une voix et nos propres traces de chloroforme, cela suggère un projet qui dépasse le cadre d'un simple vol. Nous sommes rentrés à Baker Street en fin d'après-midi, fatigués mais pas les mains vides. Holmes a étalé sur la table un assortiment d'objets ramassés sur le quai. La fibre de chanvre, un éclat de goudron gratté sur la planche et un morceau de papier humide récupéré sur l'échelle, sur lequel on distinguait à peine quelques lettres floues. Il les examina chacune avec un soin méticuleux, griffonnant de temps en temps des notes de son écriture fine et anguleuse. Pendant qu'il travaillait, je me suis risqué à lui poser une question. « Vous pensez donc que le mort a été attiré vers la jetée ?»« Sans aucun doute, » dit Holmes. « Aucun homme de bonne famille ne se rend à Whitechapel Wharf à une heure pareille sans raison ni convocation. Le chloroforme suggère une préméditation. Mais le mobile, nous n'en avons encore qu'une vague idée. Et la note, le brouillard, a prononcé mon nom. Cela ne pourrait-il pas indiquer une illusion ?» Holmes leva les yeux, ses yeux gris brillants. « C'est possible, mais ne placez jamais la folie en tête d'une liste quand la raison suffit. Notre victime a écrit ces mots avec réflexion, Watson. Il y a du sens là-dedans, bien qu'obscur. » Il se leva et commença à arpenter la ville, sa robe de chambre tourbillonnant autour de lui. Imaginez. Un homme s'aventure dans la brume fluviale pour rencontrer quelqu'un ou quelque chose qui connaît son nom. On le drogue, on jette son corps, mais il laisse derrière lui un message mystérieux. Pendant ce temps, un témoin entend une voix et un gardien aperçoit une lumière inexplicable. Chaque élément, isolé, peut paraître absurde. Ensemble, ils forment le treillis d'une explication. Holmes s'arrêta, sa silhouette élancée se découpant sur la lueur du feu. « Ce soir, je vais tenter une expérience. » « Oh, déclara-t-il, le brouillard lui-même sera notre complice. »« Une expérience ?» répétai-je. « Précisément. Il existe un phénomène rare, mais attesté, qui consiste à déformer le son dans la brume, donnant l'impression qu'une voix vient de nulle part. Si un rusé employait un tel effet, il pourrait terrifier un homme ou le mener à sa perte. J'ai l'intention de le reproduire. » Gregson, qui nous avait rejoints pour un dîner tardif, semblait sceptique. « Vous ne retournerez pas seul à cette maudite jetée, monsieur Holmes ?» Holmes esquissa un mince sourire. « Pas seul, inspecteur. Watson m'accompagnera comme toujours. » Il fut donc convenu
que nous nous retrouverions à Whitechapel Wharf à la tombée de la nuit afin de tester l'étrange hypothèse de Holmes. Tandis que nous préparions nos vêtements pour nous protéger du froid rampant, je ne pus réprimer un pincement de malaise. Dehors, le brouillard pressait les vitres comme une créature vivante, et quelque part, au-delà de son voile, le fleuve s'écoulait avec une lenteur et une discrétion absolue. Holmes, cependant, semblait revigoré, comme si l'énigme même lui apportait de la chaleur. « Rassurez-vous, Watson, dit-il en me tapant sur l'épaule. Nous allons laisser le brouillard parler une fois de plus, et nous verrons si sa langue est humaine ou bien plus étrange. » Chapitre 4. La tromperie du brouillard. L'obscurité qui enveloppait Londres cette nuit-là était d'une nature particulière, non seulement par l'absence de lumière du jour, mais aussi par une substance lourde, presque palpable, qui pesait sur nos sens aussi fortement que les pavés humides sous nos bottes. Le brouillard s'était épaissi en un voile de laine qui engloutissait les lampes, ne laissant derrière lui que de flous halos. C'est dans ces conditions oppressantes que Holmes, l'inspecteur Gregson et moi-même avons regagné Whitechapel Wharf pour mettre en œuvre l'étrange expérience de mon ami. Holmes marchait quelques pas en avant, sa haute silhouette spectrale dans la brume, tandis que Gregson et moi le suivions avec des lanternes dont les faibles faisceaux atteignaient à peine nos pieds. Le clapotis lent de la rivière contre les pilotis semblait anormalement fort, et quelque part au loin, une cloche sonna l'heure, sa note lugubre étouffée, presque méconnaissable. Au bout de la jetée, Holmes s'arrêta et sortit de la poche de son pardessus un rouleau de ficelle fine, un petit sifflet en laiton poli et ce qui semblait être un étroit cylindre de verre muni d'un pavillon. « Une adaptation, Watson, » dit-il, « d'un appareil conçu par un certain savant français pour la transmission du son sur de courtes distances. C'est la simplicité même. Un tube parlant combiné à un réflecteur, capable de diriger un murmure avec une clarté surprenante. » Gregson se pencha dessus avec un grognement dubitatif. « Et tu crois que notre meurtrier a utilisé un tel stratagème pour altérer sa voix ? » « Pas de lancer, inspecteur Guide, » et répondit Holmes. « Une voix, soigneusement dirigée, peut sembler surgir du brouillard. Je soupçonne notre proie d'avoir employé cet art pour attirer sa victime sur la jetée. » Il fixa l'embouchure du tube à un poteau, faisant courir la ficelle le long des planches jusqu'à un renfoncement ombragé où il comptait se poster. Il me confia le sifflet en laiton. « Ia !» Un signal, si vous ou Gregson remarquez quelque chose d'anormal, expliqua-t-il. Un coup sec. Nos préparatifs terminés, nous prîmes place. Je pris position près de l'échelle où le corps avait été retrouvé. Mon revolver prêt, mais dissimulé sous mon manteau. Gregson se posta derrière une pile de bâches, tandis que Holmes disparaissait dans la brume d'un pas silencieux. Pendant quelques minutes, on n'entendit que le léger bruissement de la rivière contre les boiseries et le lent tic-tac d'une bouée quelque part hors de vue. Puis un bruit, faible au début, à peine plus que le soupir du vent, mais indéniablement un murmure humain. Il s'amplifia, distinct mais curieusement creux, comme porté par un courant d'air caché. Édouard Val. Le nom semblait surgir du brouillard avec une précision inquiétante, chaque syllabe tremblant dans l'air humide. Je sentis les cheveux se dresser sur ma nuque, bien que ma raison s'efforçât de maîtriser ce froid instinctif. « Holmes !» murmurai-je en m'efforçant de percer le brouillard. Mais il n'y eut aucune réponse, seulement la voix, cette fois plus basse, presque enjôleuse. « Approche-toi, Edward. Je connais ton nom. » Gregson s'agita, mal à l'aise, derrière sa couverture. « Et par le ciel, » murmura-t-il, « c'est comme le boulanger l'a dit. »
Je jetai un coup d'œil vers la dernière position connue de Holmes, mais il était introuvable. Mon doigt serra le sifflet lorsqu'un nouveau son parvint à mon oreille. Le léger frottement d'une botte sur du bois, furtif, délibéré. De la blancheur à moins de 3 mètres, une ombre plus sombre se détacha et glissa vers l'échelle. « Tenez bon !» criai-je en pointant mon revolver. La silhouette se figea puis s'élança vers la rive. Gregson bondit, mais les planches étaient glissantes et dangereuses. L'inspecteur perdit pied, donnant un instant d'avance à notre proie. Il dévala les marches d'un bond, mais fut rejoint par Holmes, qui se matérialisa comme conjuré par le brouillard lui-même. Il y eut une brève lutte silencieuse, puis l'intrus se libéra et sauta dans l'eau avec un éclaboussement qui projeta des cercles sur la surface noire. Holmes se pencha par-dessus la rambarde, scrutant l'obscurité. « Parti !» dit-il en se redressant avec un sang-froid qui contrastait avec l'éclat de ses yeux. Un bon nageur, quel qu'il soit, Gregson préparait immédiatement des hommes armés de grappins. L'inspecteur, encore essoufflé, fit signe à ses agents. Bientôt, un bateau fut mis à l'eau, sa lanterne flottant sur la marée maussade. Pendant ce temps, Holmes retournait à l'engin qu'il avait gréé, enroulant la ficelle avec précaution. « Tu l'as clairement vu ?» demandai-je. « Aussi clairement que le brouillard le permettait, » répondit-il. Un homme de taille moyenne, musclé, avec une écharpe enroulée autour du bas du visage. Ses bottes, vous les avez remarquées, Watson? Non? Elles étaient attachées avec une corde, à la manière d'une certaine confrérie fluviale. J'ai aussi perçu l'éclat du métal à son poignet, suggérant une chaîne ou un curieux bracelet. Gregson nous rejoignit en jurant doucement. La rivière l'a englouti, monsieur Holmes. Aucun signe. Holmes semblait imperturbable. Il reviendra, inspecteur en personne ou non. Il a dévoilé son jeu prématurément. Nous nous sommes retirés dans un petit bureau d'entrepôt pour faire le point. Holmes, debout à la fenêtre, observait le défilé spectral de lampes sur la rive opposée. « Examinez nos données jusqu'ici, dit-il. Un homme mort, Edward Vail, car c'est presque certainement le nom que nous avons entendu, drogué et noyé, une note évoquant une voix dans le brouillard. Un fugitif qui use d'astuce pour imiter l'impossible. Nous pouvons exclure le surnaturel, ce qui nous laisse avec un adversaire d'une ingéniosité inhabituelle. « Tu penses que Vail a été attiré ici sous un faux prétexte ?» demandai-je. « Sans aucun doute. Vail était un homme important pour quelqu'un d'autre. Pourquoi se donner tant de mal? Nous devons découvrir qui il était et quels méfaits ou secrets ont pu le rendre vulnérable. » Gregson se frotta le menton. « Il y a un certain Vail, inscrit au Carlton Club. Un avocat devenu spéculateur. C'est peut-être notre homme. » Holmes hocha la tête. « Excellent fil conducteur, inspecteur. Poursuivez-le au plus vite. En attendant, je vais me renseigner auprès des artisans riverains. Quelqu'un a fourni cet appareil. » Alors que nous nous apprêtions à partir, un agent entra, portant un morceau de papier détrempé, dragué dans la rivière, près de l'échelle. Holmes l'examina à la lueur de la lanterne. Un fragment de parchemin rigide, aux bords usés par l'eau, sur lequel on distinguait encore de légères inscriptions. « Rendez-vous à l'heure convenue sous le signe du... » Le reste fut effacé. Holmes rangea soigneusement le fragment dans son portefeuille. « Un rendez-vous, Watson, » murmura-t-il, « et un symbole dont nous n'avons qu'une vague idée. » Dehors, le brouillard était dense, ininterrompu et impénétrable. Pourtant, tandis que nous traversions la cour pour rejoindre notre taxi, j'imaginais qu'une intelligence se cachait derrière ses plis. Patiente, silencieuse et vigilante, comme le fleuve lui-même. Chapitre 5. Le gentleman du Carlton Club Le Sommeil fut superficiel pour moi cette nuit-là, bien que je ne sois pas étranger aux aspects les plus sombres de la vie londonienne. Les événements de Whitechapel Wharf
avait quelque chose d'étrangement obsédant. Non pas un simple crime, mais une intention calculée et vigilante se mouvant sous la surface de notre enquête. Même le souvenir de cette voix traversant le brouillard semblait persister dans les recoins de ma chambre de Baker Street. À l'aube, pâle et hésitante derrière un voile de brume, je me suis levé avec soulagement. Holmes était déjà à la table du petit déjeuner, rasé de frais et aussi impeccable que si la poursuite de la veille n'avait été qu'une bagatelle. Il leva les yeux d'une liasse de télégrammes avec une expression de satisfaction languissante. « Bonjour, Watson. Vous serez heureux d'apprendre que notre défunt n'est plus anonyme. Gregson a fait savoir que le corps a été formellement identifié comme celui d'Edward Vail, avocat et ancien associé du cabinet Vail & Pritchard à Lincoln's Inn, un homme d'une grande autorité, semble-t-il, dont les affaires, si l'on en croit ses messages, étaient loin d'être tranquilles. » Holmes leva sa lanterne, protégeant la lumière de sa paume. L'étroit faisceau tomba sur une trappe dont le cadenas avait été récemment forcé. Il descendit la courte échelle et, après un instant d'hésitation, je le suivis. En contrebas se trouvait un compartiment exigu, à moitié rempli de tonneaux et de ballots. Holmes se baissa pour examiner le sol. « Regardez, Watson, les empreintes de bottes d'homme, une grande, une nettement plus petite. Il y en avait une paire ici, il n'y a pas longtemps. » Une soudaine bousculade au-dessus de nos têtes nous fit sursauter. Holmes éteignit la lanterne et me fit signe de me taire. Nous entendîmes un léger craquement de poutres, puis le murmure d'une voix basse, pressante et proche. « Vite, prends le grand livre. Le brouillard ne tiendra pas éternellement. » Holmes grimpa à l'échelle avec l'agilité d'un chat. Je me précipitai à sa poursuite, revolver au poing. Un homme se tenait sur le pont, à moitié caché par la brume, un paquet sombre sous le bras. À notre vue, il poussa un juron et bondit vers le plat-bord. Holmes le poursuivit aussitôt, mais le gamin plongea tête baissée dans la rivière, ne laissant que des ondulations de plus en plus larges. Holmes s'accroupit au bord, scrutant l'obscurité, puis se tourna vers moi avec un sourire ironique. « Notre proie est un nageur accompli ou un nageur désespéré, » observa-t-il. « Pourtant, il nous a laissé quelque chose. » Il récupéra du bordé un morceau de tissu trempé qui faisait autrefois partie d'une manche. Sur celui-ci, brodé de fils d'or ternis, se trouvait le même emblème que nous avions déjà vu. Une lanterne projetant 3 rayons vers le bas. Lorsque nous avons regagné le canot, le brouillard était devenu si épais que même les tours du London Bridge n'étaient plus que des fantômes. Tandis que nous remontions vers l'escalier, Holmes restait assis, silencieux, retournant le morceau de tissu entre ses doigts. « Cette affaire, dit-il enfin, dépasse les limites du crime ordinaire. Nous sommes face à une organisation disciplinée et connaissant parfaitement le fleuve. Val est tombé sur quelque chose qui leur tient à cœur et l'a payé de sa vie. » Il jeta un coup d'œil vers la rivière enveloppée, là où la voix nous avait appelés. « Mais ils ont dévoilé leur jeu trop tôt. Il y a plus d'une façon de faire parler le brouillard, Watson, et avant que ce jeu ne soit terminé, j'ai l'intention qu'ils nous disent tout. » Chapitre 7. La maison aux fenêtres fermées. Le matin arriva à contre-cœur sur Baker Street, traînant une brune grise dans son sillage. Je trouvai Holmes déjà plongé dans un tas de papiers éparpillés sur la table du salon. L'odeur de laine humide et de limon de rivière imprégnait encore son manteau, abandonné sur le canapé. « Tu as bien dormi, Watson ?» demanda-t-il sans lever les yeux d'une carte en lambeaux. « Après l'aventure d'hier soir, j'avoue que le fauteuil s'est avéré irrésistible. » y dis-je en me versant une tasse de café que Madame Hudson avait laissée. Holmes m'a poussé la carte. Elle représentait un tronçon de la Tamise, de Wapping à Limehouse,
annoté de sa belle écriture avec des flèches, des dates et de minuscules symboles de lanterne. Notre nageur du brouillard, y commença-t-il, est parti d'une grange amarrée face au bassin de Shadwell. Il a filé vers l'est, longeant la rive, ce qui suggère un débarquement à proximité. Il n'y a qu'une seule maison d'importance le long de la côte, qui rejoint une ancienne demeure de marchands au volet fermé, indiqué ici. Il tapota la carte d'un long index. Elle appartient, par l'intermédiaire de plusieurs agents, à un certain monsieur Ralph Canton, un homme insaisissable lié à des intérêts maritimes étrangers. J'ai l'intention de lui rendre visite. Vous espérez être admis? Pas du tout. Oh, répondit Holmes, avec cette sérénité froide qui annonçait souvent ses coups les plus audacieux. Mais c'est remarquable comme les portes s'ouvrent lorsqu'on arbore l'apparence d'un expert en assurance. Il me jeta un coup d'œil, les yeux pétillants. Vous m'accompagnerez en tant que secrétaire. En milieu d'après-midi, la bruine s'était transformée en une pluie continue. Nous nous dirigeâmes vers une ruelle étroite qui descendait vers la rivière, bordée d'entrepôts délabrés, dont les fenêtres étaient béantes comme des dents noircies. Au bout se dressait la maison en question, un solide édifice en briques, dont la peinture s'était écaillée depuis longtemps, dont les volets étaient fermement tirés malgré un mince filet de fumée s'échappant de la cheminée. Holmes frappa vivement à la porte. Après un silence, elle s'ouvrit d'un geste de la main, révélant un homme à l'allure menaçante, grand, voûté, au visage marqué par les intempéries et à l'œil vif comme celui d'un faucon. « Monsieur Quinton n'est pas à la maison, » dit-il sèchement. « Vraiment ?» Le ton de Holmes exprimait une incrédulité polie. « Veuillez l'informer que monsieur Alfred Atterley, du Northern Assurance Office, a une affaire urgente concernant ses polices fluviales. » Le domestique hésita, visiblement partagé entre prudence et devoir. Il finit par nous introduire dans un hall lambrissé de chêne foncé, légèrement parfumé au goudron. Holmes retira son chapeau dégoulinant d'un geste théâtral. Pendant que nous attendions, le regard de mon compagnon errait avec une intensité silencieuse. Il remarqua la légère trace de boue sur la plinthe, la marque d'une botte mouillée sur le carrelage et le filet d'eau qui avait coulé d'un vêtement pour se déposer près d'une lambrie. Tout cela était observé, catalogué et stocké dans ce cerveau singulier. Soudain, une porte s'ouvrit et un homme entra, mince, élégant, les cheveux argentés aux tempes. Son regard, sombre et inquiet, passa de Holmes à moi. « Messieurs, vous avez l'avantage, » dit-il à voix basse. Alfred Atterley se présenta Holmes en s'inclinant légèrement. « Voici mon commis, le docteur Watson. Nous sommes chargés d'examiner certaines assurances maritimes liées à un navire nommé Mercure. Votre nom apparaît, monsieur Quinton, en association avec ces comptes. » Une ombre passa sur le visage de Quinton. « Je crains que vous ne soyez mal informé, » répondit-il. « Je ne porte aucun intérêt à cela. » Holmes eut un léger sourire, comme quelqu'un qui flatte un client nerveux. « Sans aucun doute. Pourtant, mes employeurs sont méticuleux. Ils s'attendent à ce que je fasse une inspection minutieuse. » Son regard se porta d'un air entendu vers une porte au fond, derrière laquelle retentit un bruit sourd, comme celui d'un objet lourd qu'on pose. La main de Quinton se crispa sur le dossier d'une chaise. « C'est tout à fait inhabituel. C'est pareil pour un avocat noyé, » dit Holmes doucement. Pendant un instant, le seul bruit fut le tic-tac d'une horloge. Puis Quinton se redressa. « Messieurs, je dois vous demander de partir. » Holmes inclina la tête. « Comme vous voudrez. » Mais, tandis que nous nous retournions, son regard perçant balaya la cheminée, où une lanterne en laiton, identique à celle du morceau de tissu, brillait faiblement dans la pénombre. Une fois dehors, Holmes marcha d'un pas vif sous la pluie,
le visage illuminé par une énergie contenue. « Nous avons vu le nid, Watson, dit-il, et l'un des oiseaux. Remarquez l'emblème, l'attitude prudente, le bruit à l'intérieur. Quinton est mêlé au syndicat Mercury, je n'en doute pas. Et à quoi sert la maison? Un entrepôt, un lieu de rencontre, peut-être plus encore. Ce soir, je reviendrai sous un autre déguisement. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'au clair de lune. » Je ressentis un frisson involontaire. Le brouillard s'éloignait de la rivière, adoucissant les angles des entrepôts. Quelque part dans ces replis se cachait la vérité sur la mort d'Edward Vail. Et je le craignais, le péril qui nous attendait tous les deux avant que cette vérité ne soit révélée. Chapitre 8. Holmes tend le piège. Le lendemain matin, en descendant prendre mon petit déjeuner, je trouvai Holmes penché sur un croquis étalé sur la table. Il était debout depuis l'aube. La pièce sentait légèrement le tabac et la laine humide, et les restes d'un hareng fumé intact gisaient à côté de lui. « Mon cher Watson, » dit-il en levant les yeux avec animation, « les événements convergent. L'expédition d'hier soir a confirmé exactement ce que je soupçonnais. La maison de Quinton est au cœur de cette affaire. »« Tu y es allé seul ?» m'exclamai-je. « Déguisé en porteur fluvial » répondit Holmes d'un ton léger. « Un individu peu engageant et boiteux n'attire pas les regards au bord de l'eau. J'ai appris que la maisonnée dort dans une aile supérieure, laissant le rez-de-chaussée à certaines activités dont il vaut mieux ne pas parler pour le moment. » Il tapota le croquis du doigt. Il représentait l'intérieur de la demeure de Quinton, avec une zone ombrée marquée cavette, un symbole d'une lanterne à côté. Dans un petit coffre sous le salon arrière. Mais, poursuivit Holmes, j'ai vu des caisses marquées du même emblème que celui que nous avons trouvé sur la manche de Vail. Leurs étiquettes, à moitié effacées, portaient la mention « Lantern Wharf ». Il y a plus ici que la loi sur le sauvetage, Watson. De la contrebande, peut-être, ou des trésors secrets cachés dans les marais. J'ai élaboré un plan pour le révéler. Holmes se leva et fit les 100 pas devant le feu, sa robe de chambre tourbillonnant autour de lui. Ces gens comptent sur le brouillard et le secret. Employons la clarté et la lumière. J'ai l'intention de les attirer au grand jour. Ce soir, nous allons organiser une mission qui les obligera à agir, et j'en suis sûr, à se trahir. Je l'ai supplié d'être explicite, mais il a simplement souri. Ce sourire rapide et fin qui signifiait qu'il avait 3 coups d'avance. Le soir, une lune aqueuse planait au-dessus de la ville, miroitant par intermittence à travers la brume flottante. Holmes, désormais vêtu d'un sobre costume en tweed, prit un petit paquet sous son bras et glissa un revolver dans ma poche. « Nous ne sommes armés que par précaution, » a-t-il déclaré. « Notre mission est d'observer, pas d'accomplir des actes héroïques. Nous avons pris un taxi jusqu'à la tour, puis nous sommes dirigés à pied vers l'étroite ruelle de la maison au volet clos. » Holmes marchait avec calme et sérénité, mais je sentais en lui une tension, comme celle d'une corde de violon au bord du craquement. Au coin de la rue, il marqua une pause. « Le piège est tendu, Watson. Dans un instant, je remettrai ce mot à Quinton, censé lui proposer de lui remettre certains documents pour une réunion à Lantern Wharf. Il n'aura d'autre choix que d'envoyer ses émissaires, et nous verrons bien qui répondra. » Il s'éclipsa dans le brouillard et revint 5 minutes plus tard, le visage illuminé d'un triomphe discret. « C'est fait. C'est le même domestique revêche qui a ouvert la porte. Quinton mordra à l'hameçon, à moins que je ne me méprenne sur son appétit. » Nous nous sommes retirés vers un point d'observation de l'autre côté de la rivière, caché derrière les poutres pourries d'une vieille péniche. Là, nous avons attendu que la brume s'épaississe
et que la marée tourne dans un murmure. Holmes était accroupi à côté de moi, immobile comme une pierre sculptée, le regard fixé sur les contours flous de la maison. Un léger grincement nous parvint. Un volet s'ouvrit d'un pouce, puis se referma. Peu après, 2 silhouettes surgirent du portail arrière, ombres feutrées et déterminées. Elles portaient une lanterne dont la lueur tremblait dans le brouillard comme un feu follet. « Observez !» y murmura Holmes. « Le jeu est lancé. » Nous les avons suivis à distance prudente le long du sentier longeant le quai jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent près d'une chaloupe amarrée. Un 3e homme les attendait, large d'épaules, vêtu d'un manteau en toile. Ils ont échangé des paroles rapides, trop basses pour que nous les comprenions. Puis sont montés à bord, leur embarcation disparaissant en amont du fleuve sans la moindre ondulation. Holmes se redressa, la satisfaction illuminant ses yeux. Ils partent à la rencontre de leurs complices. Le secret de Vale, quel qu'il soit, se trouve peut-être là-bas, à Lantern Wharf. Il se tourna vers moi. « Viens, Watson, nous devons être là avant eux, sinon tout est perdu. Comment pourrions-nous distancer une chaloupe sur la Tamise ?» Je n'en imaginais pas la raison. Mais Holmes se dirigeait déjà vers un étroit escalier menant à un petit bateau de location amarré en contrebas. Tandis que je le suivais, un frisson me parcourut. La peur, certes, mais aussi la certitude exaltante que nous approchions du cœur même du mystère, et qu'avant la fin de la nuit, le brouillard lui-même pourrait bien prononcer le nom de ses maîtres. Chapitre 9. La voix derrière la lanterne. La lune était plus haute, projetant un pâle reflet sur le fleuve, bien que le brouillard s'accrochât encore à l'eau comme un linceul vivant. Holmes ramait avec une économie de mouvement née d'une longue pratique, guidant notre petite embarcation en silence à travers le sombre labyrinthe de pilotis et de pontons à moitié coulés. Lantern Wharf se trouve juste après ce virage, murmura-t-il tandis que nous longions l'ombre d'un entrepôt. Faites profil bas, Watson. Si notre proie nous apercevait, notre entreprise serait de courte durée. Nous avons contourné le virage et découvert une portion de rive aussi solitaire qu'une tombe. Un ancien débarcadère surplombait la marée noire, ses planches déformées et argentées par le temps. Une unique lanterne en fer, terne et piquée, était suspendue à un poteau, projetant un cône de lumière jaunâtre sur le quai. Holmes tira notre esquif à l'abri d'une barge amarrée et me fit signe de m'accroupir. Soudain, le ronronnement sourd d'un moteur se fit entendre sur l'eau. Une chaloupe s'approcha, fantomatique à travers la brume, transportant les 3 silhouettes que nous avions vues quitter la maison de Quinton. Ils s'amarrèrent au débarcadère et débarquèrent avec une aisance éprouvée. L'un d'eux sortit une clé et ouvrit une porte encastrée dans la digue, à moitié dissimulée par des herbes rampantes. La lueur de la lanterne éclaira brièvement leurs visages. Quinton, pâle et sévère, l'homme massif sous la bâche, et le domestique au profil anguleux et buriné. Tous disparurent à l'intérieur, ne laissant que le faible écho d'un éclair tiré. Les lèvres de Holmes se pincèrent. « Viens, Watson !» souffla-t-il. « Juste notre chance. Nous avons longé le quai et franchi la porte avant qu'elle ne se referme complètement. Un passage humide descendait dans l'obscurité. De son extrémité montait un murmure de voix, les mots indistincts, portés par l'odeur de limon et de goudron de la rivière. Holmes leva un doigt et nous avançâmes, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'une fente de lumière apparaisse à l'endroit où le passage débouchait sur une chambre voûtée. À travers elle, nous vîmes une scène étrange. Une table se dressait sous une lampe à huile oscillante. Dessus reposait un paquet de toiles relié par une corde et un registre semblable à celui retrouvé dans les affaires de Vale. «
Quinton se pencha sur le registre, tournant les pages d'une main rapide et nerveuse. « Les papiers sont tous là, dit-il. Si le brouillard persiste, nous pourrons transporter la cargaison avant l'aube. » L'homme à la bâche grogna. Et si Holmes s'approchait? La réponse de Quinton fut sèche. « Laissez-moi gérer Holmes. S'il se mêle de tout, il risque de rejoindre Vail au bas de l'échelle. » Je sentis Holmes se raidir à côté de moi, mais il ne fit aucun bruit. Le serviteur avait traversé le mur jusqu'à une niche, d'où il avait sorti un objet étrange, une clochette en laiton terni munie d'une anche. Il souffla doucement dedans, produisant ce même gémissement surnaturel que nous avions entendu de l'autre côté de l'eau les nuits précédentes. Alors la voix n'était qu'un instrument, murmura Holmes à mon oreille, son souffle remuant à peine l'air. Une ruse astucieuse pour déstabiliser les intrus ou convoquer des complices. À cet instant, le domestique se retourna, son regard balayant l'ombre. Holmes me serra le bras, me faisant signe de reculer, mais il était trop tard. Un caillou délogé par ma botte dévala le couloir. « Qui est là ?» aboya l'homme. Il se précipita en avant, lanterne levée. Holmes entra dans le cercle lumineux, calme comme s'il entrait dans un salon. « Bonsoir, monsieur Quinton, » dit-il. « Je vous en prie, ne me laissez pas vous interrompre. » Un silence stupéfait s'ensuivit. Puis Quinton reprit ses esprits avec un sang-froid remarquable. « Holmes, siffla-t-il. « Comment ? Vos arrangements manquent de discrétion, » rétorqua Holmes sèchement. « Vous avez laissé une trace qu'un enfant pourrait suivre depuis le registre de Vail jusqu'à cette charmante retraite. » Les lèvres de Quinton se retroussèrent. « Vous êtes malin, monsieur Holmes, mais l'ingéniosité peut s'avérer fatale. » Il fit un signe de tête à l'homme à la bâche qui s'avança d'un air menaçant. Holmes se déplaça avec une rapidité étonnante, renversant la table, si bien que la lampe tomba et s'éteignit. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur de la lanterne du quai, visible dans la fente derrière nous. « Vite, Watson !» m'exhorta Holmes. Je sentis sa main saisir ma manche, et ensemble nous replongeâmes dans le couloir, nos pas résonnant sur les pierres humides. Derrière nous, des cris s'élevèrent, puis le fracas de la poursuite. Nous avons fait irruption sur le débarcadère juste au moment où le brouillard engloutissait Lune et Rivière. Holmes m'a poussé vers le canot et a bondi après moi. Un instant plus tard, nous étions à la dérive, les voix de nos ennemis s'éloignant dans l'obscurité. Holmes tira sur les rames avec une concentration acharnée, jusqu'à ce que le quai se dissimule derrière un rideau de brume. C'est alors seulement qu'il ralentit son mouvement et laissa échapper un petit rire. « Super !» s'exclama-t-il. « Nous avons beaucoup appris, mon cher. Les papiers de Vail, une cargaison secrète et la confirmation que l'entourage de Quinton craint par-dessus tout d'être démasqué. Le brouillard peut obscurcir leurs agissements, mais il ne peut pas éternellement cacher leur culpabilité. » Je frissonnais, moins à cause du froid que de savoir que nos adversaires ne pardonneraient pas une telle intrusion à la légère. Quelque part au-delà de ce voile gris, des hommes complotaient des mesures désespérées, et selon les plans de Holmes lui-même, nous nous trouvions fermement sur leur chemin. Chapitre 10. Les papiers, à la lumière du feuille, étaient presque 2 heures du matin, lorsque nous regagnâmes Baker Street, trempés jusqu'aux os et épuisés par notre fuite. Madame Hudson, tirée de son sommeil, s'occupa de nous avec une indignation qui dissimulait difficilement son inquiétude. Holmes, cependant, ne se laissa pas arrêter par des consolations. Il retira son manteau trempé, tira les stores et alluma un bon feu dans la cheminée. « Maintenant, Watson, dit-il en se frottant les mains devant le feu. «
Nous devons mettre de l'ordre dans nos glanages avant que le sommeil n'en émousse les bords. Il étala une feuille de papier ministre sur la table et commença à prendre des notes rapides dans sa main inclinée. Vale Mercury, Syndicate Lantern Wharf, cargo par l'aube, la voie, cloche à roseau. Son crayon s'arrêtait à intervalles réguliers pendant qu'il examinait nos observations. Puis il reprenait son vol avec une vigueur renouvelée. Je m'étais affalé dans mon fauteuil, mais la vue d'Holmes, si déterminée, chassa ma fatigue. « Tu comptes les poursuivre à nouveau ?» demandai-je. En effet, leur prochaine étape est de se débarrasser des papiers ou de subtiliser le contenu de ces caisses. Ils ne peuvent pas prendre le risque de rester à Londres maintenant qu'ils savent que nous sommes sur leurs traces. Pourtant, ils ne peuvent agir ouvertement. La police flairerait la situation si une vedette chargée de mystérieuses caisses quittait Lantern Wharf à une heure pareille. Il s'approcha de la fenêtre, écartant le rideau juste assez pour contempler la rue déserte en contrebas. Ils feront semblant, peut-être en éparpillant leur cargaison sur des péniches, ou en la consignant dans un trou d'eau en attendant que le tumulte se calme. Le registre est la clé, Watson. Il contient l'inventaire de ce que Vale a trouvé et pour lequel il est mort. Holmes alla chercher le morceau de tissu humide que nous avions récupéré sur le pont de la barge. Il l'examina une fois de plus à la lumière de la lampe, remarquant le ternissement des fils. « Un galon d'or de style naval » murmura-t-il. « Oh, les associés de Quinton ne sont pas de simples voleurs de dock, mais des hommes qui comprennent les cartes, les marées et les secrets des provisions de l'amirauté. » Il jeta le tissu et saisit son violon, dont il tira quelques notes graves et méditatives. « La musique éclaire la pensée, » j'observa-t-il. « Tandis que vous, mon cher ami, préférez le sommeil, je dois garder la tête froide. J'avoue que je somnolais par intermittence au fil des heures. J'avais vaguement conscience de Holmes assis en tailleur sur le tapis du foyer, le registre ouvert sur ses genoux, le feu projetant des lueurs agitées sur son profil pointu. Il finit par se relever, les yeux brillants. Élémentaire. Les inscriptions ne sont pas de simples dates et sommes. Ce sont des coordonnées liées aux marées de la Tamise. Val marquait la montée et la descente des eaux contre des amarres cachées. Le syndicat Mercure n'est pas une fiction, Watson. C'est une cabale qui s'efforce de récupérer quelque chose depuis longtemps submergé. Dit-il, un trésor? Ai-je osé dire? Holmes secoua la tête. Peu au sens vulgaire du terme. Si j'interprète correctement les notes de Vale, elles concernent un coffre largué d'un navire gouvernemental il y a de nombreuses années, dont la nature ferait sensation à l'amirauté si on apprenait qu'il était à la dérive entre des mains privées. Val est tombé par hasard sur ce dossier. Le syndicat a cherché à le réduire au silence avant qu'il ne puisse parler. Il remit soigneusement le registre dans un tiroir. Nous n'avons qu'une solution. Empêcher le vol de ce coffre et présenter les faits à l'inspecteur Gregson. Mais il faut y aller prudemment. Une descente prématurée disperserait les oiseaux. Holmes se tourna vers moi, le regard vif et dur. À l'aube, j'enverrai un télégramme à Gregson, lui demandant de rassembler 2 vedettes fluviales sous mes ordres. Ce soir, cependant, nous ne prendrons aucune mesure susceptible d'alarmer nos adversaires. Nous surveillerons la maison et le quai de loin, tels des pêcheurs, attendant avec patience le moment où le poisson mordra. Il reprit sa place, les mains jointes et les yeux fixés sur le feu. La lumière vacillante révélait la tension de ses traits, l'impatience à peine contenue d'un chasseur flairant sa proie. Je savais qu'il valait mieux ne pas interrompre sa rêverie, mais je ne pouvais chasser de mon esprit l'image du visage de Quinton menaçant de jeter Holmes à la rivière. Dehors, le brouillard pressait les vitres, tel un voile qui étouffait tous les bruits. Je pensais aux hommes rassemblés dans leur caveau secret
la cloche de roseau prête à lancer son appel creux à travers la marée. Quelque part, parmi leurs caisses, se trouvait le secret pour lequel Veil était mort, et pour lequel je craignais. Davantage de sang ne coulerait encore avant que la lanterne de la vérité ne dissipe les brumes qui enveloppaient cette affaire singulière. Chapitre 11. Ombre sur la rivière. Les premières lueurs de l'aube commençaient à peine à chasser la nuit de Londres, que Holmes me réveilla d'un brusque appel. « Watson, la brume matinale est idéale, dit-il, et le syndicat doit sans doute se préparer pour les affaires du jour. Nous devons prendre notre poste sans tarder. » Je m'empressai de m'habiller, remarquant l'étincelle d'impatience dans les yeux de Holmes, une lueur que j'avais rarement vue auparavant. Nous quittâmes Baker Street sans bruit, prenant un fiacre jusqu'aux escaliers de la tour, puis continuâmes à pied le long de la Tamise en restant dans l'ombre, là où le brouillard ne s'était pas encore dissipé. Le quai était désert, à l'exception d'un gardien solitaire, qui nous lança un regard suspicieux avant de reprendre sa ronde. Holmes, accroupi derrière une pile de caisses, me fit signe de le suivre. De notre point de vue, les fenêtres closes de la maison de Quinton se dressaient sur l'eau, silencieuses et secrètes. « Observe attentivement, Watson, » murmura-t-il. « Le syndicat n'opère à la lumière du jour que lorsque la confiance le permet. Leurs mouvements sont délibérés, chaque pas est calculé. Nous devons attendre leur apparition, puis agir avec précision. » La matinée s'écoulait lentement. De temps à autre, une silhouette apparaissait à une fenêtre ou à une porte, évoluant avec une tension qui trahissait la vigilance. Holmes suivait du regard chaque mouvement, notant les traces de pas sur le quai, l'emplacement des caisses, et même les légers résidus de goudron sur les poutres. Finalement, une petite chaloupe émergea de derrière une barge amarrée, transportant Quinton et deux autres. Holmes me fit signe, et nous avançâmes le long d'une étroite passerelle pour les intercepter. Les hommes, concentrés sur leur chargement, ne nous remarquèrent pas tout de suite. Holmes s'avança et appela « Monsieur Quinton, un mot, s'il vous plaît. » Les hommes sursautèrent violemment. Le visage de Quinton pâlit à notre vue, et il se tourna pour attirer à lui l'homme à la bâche. La voix de Holmes resta calme, presque courtoise, mais empreinte d'une autorité qui ne souffrait aucune contradiction. « Vous m'autoriserez à examiner votre cargaison, » dit poursuivit Holmes. « Elle est de nature à relever de la loi. » Quinton rit d'un rire dur et amer. « La loi » ricana-t-il. « Vous parlez comme si vous aviez autorité. Il s'agit d'affaires, pas de police. Écartez-vous, ou... » Holmes sortit un bout de papier et l'agita dans la lumière matinale. « L'inspecteur Gregson a été dépêché avec la police fluviale. Vous n'avez que quelques minutes pour décider de votre route. » L'effet fut immédiat. Le bâcheur hésita et la confiance de Quinton vacilla. La chaloupe changea légèrement de cap, comme pour tenter de prendre l'avantage. Mais la police fluviale, surgie du coude de la Tamise, leur coupa la retraite. Holmes s'avança, sa présence fulgurante. « Ouvrez les caisses, messieurs. Voyons quel secret vous cherchez à cacher. » Les mains tremblantes, Quinton obéit. Les paquets furent déballés, révélant une mine de documents, de cartes et de registres, tous méticuleusement classés. Parmi eux, un petit coffre relié en fer forgé et portant l'emblématique lanterne brillait faiblement au soleil. Holmes examina le coffre, puis se tourna vers moi. « Et Watson, voici le trésor que Veil cherchait, la raison même de sa mort. » La brume du fleuve, se levant à la lumière matinale, semblait dévoiler chaque contour caché du quai, chaque ombre autrefois utile à ceux qui se déplaçaient en secret. Holmes s'occupait des caisses, cataloguant et classant les papiers récupérés, tandis que les hommes du syndicat étaient arrêtés par les agents de Gregson. J'observais,
émerveillé par l'efficacité discrète de mon compagnon. Il ne s'agissait pas d'une découverte fortuite, ni d'un coup de chance soudain. Chaque étape, du brouillard au quai, du registre de Vale à la vedette interceptée, avait été orchestrée avec le génie singulier qui rendait Holmes unique. Lorsque le dernier des hommes fut enfin en sécurité, Holmes s'autorisa un léger sourire. « Le brouillard a enfin parlé, Watson, » dit-il doucement. « Et il nous a dit tout ce que nous avions besoin de savoir. » Nous retournâmes à Baker Street, le soleil matinal perçant la brume persistante. Je ne pus m'empêcher de penser au danger auquel Vale avait été confronté, à la ruse de Quinton et de ses complices, et à l'habileté avec laquelle Holmes avait retourné les ombres de la ville contre eux. Malgré tous les périls que nous avions endurés, la résolution de cette phase de l'affaire apportait un rare sentiment de satisfaction. Pourtant, comme toujours avec Holmes, je savais qu'il restait encore des fils à démêler avant que le mystère ne soit enfin résolu. Chapitre 12. Les secrets dévoilés à Baker Street. De retour à Baker Street, l'air était chargé d'une odeur persistante de limon de rivière et de laine humide. Holmes s'empressa d'étaler les documents récupérés sur la table, les disposant avec une précision qui reflétait l'esprit de ses mains. « Watson, » dit-il en désignant le coffre, « observez comme la méthode, la patience et un peu d'ingéniosité nous ont conduits jusqu'ici. Les papiers de Vale sont intacts, le syndicat est resté discret, mais il reste encore beaucoup à déchiffrer. Ces registres ne se contentent pas de répertorier les sauvetages. Ils détaillent un projet de spéculation maritime d'une audace remarquable. Je me penchai sur la table pour examiner un registre soigneusement écrit. Il contenait un ensemble complexe de coordonnées, d'heures de marée et d'obscures références aux expéditions de l'amirauté. « Holmes, tu crois que ces coordonnées correspondent à de vrais navires ?» demandai-je. « Exactement, » répondit-il. Vale a découvert que certains coffres, que l'on croyait perdus dans la Tamise, avaient été secrètement récupérés par le syndicat Mercury et étaient détenus à des fins lucratives. Leur objectif, revendre leur contenu au plus offrant, tout en entretenant l'illusion que la cargaison avait disparu des années auparavant. Holmes prit le petit coffre arborant l'emblème de la lanterne. Sa ferronnerie était ancienne mais solide, et la serrure, bien que complexe, cédait à ses manipulations minutieuses. À l'intérieur, nous trouvâmes une série de documents, manifestes navals, lettres et contrats. Watson remarque bien ceci. Ce n'est ni de l'or, ni des bijoux, ni un trésor au sens conventionnel du terme, dit Holmes en brandissant un manuscrit plié. C'est du savoir, un savoir qui pourrait compromettre des individus de grande importance et perturber des opérations entières de l'amirauté s'il était révélé sans discernement. Vale l'a découvert par hasard, et Quinton a tenté de le faire taire. Il se renversa dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Observez les méthodes du syndicat. Le brouillard pour intimider, la cloche à roseau pour imiter les voix, l'intimidation de Vale et la dissimulation du registre. Tout est calculé pour semer la confusion et la peur. C'est un exercice de guerre psychologique appliqué, Watson, et il a failli y parvenir. J'ai frissonné. Et pourtant, ils t'ont sous-estimé. Holmes sourit faiblement. Comme toujours. Observez la correspondance minutieuse, les indications de rendez-vous, les symboles de la lanterne. Chaque signal, chaque emblème, chaque note était un fil conducteur. Rassemblez-les et le motif émerge. Il s'assit et commença à comparer les registres retrouvés avec les notes originales de Vale. Les heures passèrent en silence, à l'exception du grattement du crayon sur le papier et du crépitement occasionnel du feu.
Finalement, Holmes leva les yeux, le regard satisfait. « Tout concorde, dit-il. L'opération de Quinton peut être reconstituée dans son intégralité. Chaque expédition, chaque rendez-vous, chaque tentative de tromperie. Et maintenant, les membres du syndicat étant en détention, ces documents iront là où ils doivent être, entre les mains des autorités compétentes. » Je ne pus retenir un soupir de soulagement. Alors la mort d'Edward Vail n'a pas été vaine? Holmes hocha la tête. En effet, Watson, sa vigilance et sa découverte ont permis de déjouer une entreprise dangereuse. Mais il ne faut pas oublier, pour chaque syndicat déjoué, d'autres se cachent, prêts à exploiter la cupidité et la peur humaine. Le brouillard cachera toujours des secrets, mais nous avons maintenant trouvé comment le faire parler. Il se laissa aller en arrière, une sérénité rare se lisant sur son visage. Notre travail est terminé. Demain, l'inspecteur Gregson officialisera les arrestations. L'amirauté recevra les papiers et la Tamise retrouvera son calme habituel. Pour l'instant, la ville peut respirer librement, oublieuse des ombres qui ont passé dans ses rues et sur ses eaux. Je repensais aux événements de la matinée, à la minutie avec laquelle Holmes avait orchestré chaque mouvement. Ici, dans notre modeste salon, à la lueur du feu et aux effluves persistants de la rivière et du brouillard, j'éprouvais une profonde admiration et un sentiment de soulagement, comme si la ville elle-même exhalait un soupir de soulagement secret. Holmes, toujours aussi énigmatique, prit simplement son violon, tirant une voix grave et contemplative. L'affaire Edward Vail, le syndicat Mercury, et la voix qui parlait dans le brouillard étaient arrivés à leur conclusion. Mais dans cette musique, je sentais la promesse silencieuse que nos aventures étaient loin d'être terminées. Chapitre 13. La toile de la tromperie. Bien que le syndicat ait été temporairement démantelé et que les documents de Vail aient été mis en sécurité, Holmes insista sur la nécessité de maintenir une vigilance constante. « Les fils de cette affaire sont plus complexes qu'il n'y paraît, Watson, » dit-il par un après-midi humide, tandis que la pluie crépitait sur les vitres de Baker Street. « Un seul détail peut anéantir des mois d'observation minutieuse. Nous sommes retournés au quai à plusieurs reprises, sous prétexte d'une simple inspection, observant les ombres persistantes qui hantaient encore les berges. La chaloupe aperçue la nuit précédente était toujours amarrée, vide, mais témoignant d'une activité passée. Des caisses, désormais inoffensives, semblaient scintiller d'une menace latente sous la faible lumière du soleil. L'œil de Holmes, toujours attentif aux détails subtils, détectait ce qui échappait à l'attention ordinaire. Une légère éraflure sur une poutre, une trace de goudron sur le coin d'une caisse, l'empreinte d'une botte légèrement de travers. Chaque anomalie, expliqua-t-il, était un indice, une marque des mouvements et des intentions d'hommes disparus depuis longtemps ou délibérément cachés. « Je soupçonne, » murmura-t-il un matin, alors que nous marchions le long des rives embrumées de Wapping, que Quinton lui-même n'est qu'une figure de proue. Le véritable maître du syndicat Mercury demeure invisible, une ombre qui guide les mouvements de ses subordonnés comme les pièces d'un échiquier. Dutheil, je le regardais avec inquiétude. « Tu crois qu'il va frapper à nouveau ?» Holmes secoua la tête. « Ni ici, ni maintenant. Mais les ombres persistent et le brouillard porte des murmures. Watson, il faut toujours se préparer à un signal inattendu, une apparition soudaine, une voix dans l'obscurité, peut-être même la voix même qui a entraîné Vail vers sa perte. » Il s'accroupit, examinant une petite flaque dans l'allée près d'un entrepôt. « Observez, de la boue provenant de perturbations récentes, lissée par l'eau, probablement celle du bateau que nous avons observé. Les hommes du syndicat étaient là cette nuit.
vérifiant leur itinéraire de fuite. Et pourtant, remarquez l'absence d'empreintes de pas menant à la rue où ils sont passés inaperçus. Astucieux, mais pas assez. Les déductions de Holmes devinrent de plus en plus subtiles. Il catalogua les détails des caisses, du registre et des manuscrits, les recoupant avec les relevés des marées. Les tendances apparurent peu à peu. Un réseau de contrebande, de détournements et de secrets s'étendant le long de la Tamise, de Limehouse à Shadwell. Ce soir-là, tandis que les réverbères à gaz vacillaient dans les rues humides, un messager arriva avec un mot pour Holmes. Il ne portait aucune signature, seulement ces mots, écrits d'une main soignée. « Vous avez peut-être gagné cette manche. Monsieur Holmes met la lanterne à beaucoup de flammes. » Holmes le lut à voix haute, puis le froissa dans sa main, l'air toujours aussi impénétrable. « Un avertissement, Watson. Un avertissement subtil, mais un avertissement quand même. Le syndicat est peut-être humilié, mais son objectif survit. Ils ont laissé leur empreinte dans le registre, sur le quai et dans le brouillard qui enveloppe Londres. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner à ces mots. Avez-vous l'intention d'agir ? » Holmes réfléchit à la question, puis répondit avec ce calme mesuré qui en troublait tant. « Pas maintenant. Nous avons maîtrisé le danger immédiat et les autorités sont au courant. Mais l'enquête ne s'arrêtera pas tant que chaque mouvement, chaque signal, chaque cachette de ces hommes n'aura pas été recensé. Et cela, Watson, demandera de la patience, de l'observation et la capacité de voir l'invisible. Je l'observais alors, remarquant la lueur du feu qui miroitait sur ses traits anguleux, l'éclat inquiet de ses yeux. Il avait déjà 3 pas d'avance, traçant les chemins invisibles d'une conspiration qui s'étendait peut-être plus loin que lui-même ne pouvait encore la voir. Dehors, la ville dormait sous un brouillard presque conscient, enveloppant les rues et les quais, cachant secrets et murmures. Mais pour une fois, dans le calme de Baker Street, je m'accordais le réconfort de savoir que, pour l'instant du moins, Holmes avait retourné ses ombres à notre avantage, et que le brouillard, malgré tous ses murmures, avait dit la vérité à l'homme qui seul pouvait la comprendre. Chapitre 14. La confrontation finale, les jours qui suivirent, furent un exercice de patience et d'observation. Holmes resta à Baker Street, absorbé par les recoupements entre les documents de Vail et les activités du Mercury Syndicate, tandis que je surveillais les quais et les ruelles troubles de la ville. Le brouillard semblait presque vivant, serpentant le long de la Tamise et cachant les secrets d'hommes dont la ruse égalait, voire surpassait la nôtre. Holmes, cependant, ne laissait paraître aucun signe d'inquiétude. Chaque matin, il se levait avant l'aube et longeait les quais, son regard perçant scrutant les contours flous des entrepôts et des bateaux amarrés. Chaque soir, il revenait avec des notes, des croquis et des déductions qui gagnaient en complexité et en clarté. « Il est temps, Watson, » dit-il un après-midi, ses longs doigts tapotant pensivement le registre. « Nous avons tracé chaque mouvement, chaque rendez-vous, chaque signal mineur utilisé par Quinton et ses associés. Il ne reste que le fil conducteur, le maître invisible de ce syndicat. » Je l'ai regardé préparer une petite sacoche, y déposant soigneusement les documents récupérés et le coffre orné d'une lanterne. « Nous y allons ce soir, » a-t-il dit, « pour affronter le véritable architecte avant qu'il ne disparaisse complètement dans l'ombre. » Nous partîmes sous un épais brouillard qui s'accrochait au fleuve comme un linceul. Holmes dirigea notre petit esquif avec une précision étonnante, se faufilant entre des barges amarrées et des épaves abandonnées. Dans l'ombre émergea la silhouette floue d'un navire plus grand, une barge qui avançait presque imperceptiblement le long de la berge. Holmes leva une main gantée. « C'est notre cible. Voyez comme elle se cache discrètement, se confondant avec la nuit.
Une cachette parfaite pour quelqu'un qui craint d'être découvert. À notre approche, une lanterne vacilla sur le pont, éclairant une silhouette solitaire. Holmes se pencha en avant, les yeux plissés. L'homme que nous cherchions, le directeur de cette entreprise, se tient là. Remarquez sa posture, la précision de ses mouvements, ses regards posés vers le brouillard. Confiant, mais non dénué d'anxiété. Nous nous sommes approchés en rampant, et Holmes a appelé de sa voix précise et calme. « Monsieur Aldridge, je suppose. » La silhouette se raidit. « Holmes » s'exclama-t-il, une lueur de reconnaissance illuminant ses yeux. « Je me demandais quand vous me retrouveriez ici. Vous êtes intervenu au-delà de toute raison, monsieur. C'est tout simplement au-delà de la patience de l'homme ordinaire, » répondit Holmes d'un ton neutre. « Vous avez joué avec la vie d'autres Val parmi eux et cherché à tirer profit de secrets qui ne vous appartiennent pas. » Un silence tendu s'ensuivit. Le brouillard tourbillonnait autour du quai et du pont, se mêlant aux odeurs de goudron et de limon de la rivière. Puis, avec une précaution délibérée, Holmes sortit le coffre et le déposa sur le pont. « Observez, monsieur Aldridge. Le registre, les papiers, les preuves de vos projets, tout a été retrouvé. Vos complices ont été arrêtés. Il n'y a plus d'endroit où se cacher. » Le visage d'Aldridge se déforma, mêlé de rage et de calcul. « Vous avez peut-être les papiers, mais vous ne comprenez rien à ce qu'ils contiennent. » Holmes eut un léger sourire. « Au contraire, je comprends parfaitement, et cette compréhension garantit que ces secrets n'atteindront que ceux qui sauront les appliquer avec justice. Le brouillard peut cacher beaucoup de choses, mais il ne peut dissimuler la culpabilité à ceux qui le recherchent avec diligence. » L'espace d'un instant, la tension fut palpable. Puis, voyant approcher la police fluviale que Holmes avait convoquée plus tôt, Aldridge s'affaissa, résigné à contre-cœur. Le dernier dirigeant du syndicat était en détention. Holmes se tourna vers moi, son expression trahissant une rare satisfaction. « Watson, la toile est enfin démêlée. La mort de Vail n'aura pas été vaine. Le syndicat Mercury est dissous. Et la ville peut enfin dormir à l'abri de cette ombre, du moins pour l'instant. » Je contemplais l'eau, où le brouillard matinal se levait pour révéler le fleuve paisible, les péniches et les lointaines flèches de Londres. La ville me semblait à nouveau ordinaire, mais je savais, comme je l'avais souvent su, que sous ses rues et dans sa brume, des secrets et des ombres persisteraient toujours. Holmes, toujours vigilant, remit le coffre et les documents en main sûre, puis retourna à Baker Street. « Le brouillard a dit ces derniers mots dans cette affaire, » dit-il en allumant sa pipe. « Et il nous a révélé la vérité, une vérité que seule la patience, l'observation et la raison pouvaient révéler. » Installé dans mon fauteuil, écoutant le doux sifflement du feu, je ne pus m'empêcher de ressentir ce mélange familier de crainte et d'admiration. Sherlock Holmes avait une fois de plus tourné l'obscurité de la ville à notre avantage, perçant un mystère qui aurait déconcerté des esprits moins doués. Et pourtant, comme toujours, je savais que demain, ou la nuit suivante, ou le prochain soir brumeux, une nouvelle énigme nous attendait, et Holmes serait prêt. Ainsi s'est conclue l'étrange et poignante affaire d'Edward Vail, du Mercury Syndicate et du brouillard qui prononçait un nom, une affaire qui a mis à l'épreuve notre courage, notre intelligence et notre patience, et que moi, le docteur John Watson, n'oublierai pas de sitôt.